Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Le dérapage du ministre de l'Immigration de la semaine dernière était prévisible. Prévisible parce que, selon la CAQ, on est soit avec ou contre eux. Prévisible parce que c'est à l'image du gouvernement qui est brouillon, complètement désorganisé, pressé, qu'il refuse d'écouter les experts et d'admettre que les idées qui ne sont pas les siennes sont valables. Ce gouvernement est si empressé qu'il n'a pas cru bon de prépublier le règlement la semaine dernière afin que les groupes directement concernés puissent donner leur opinion. Tellement omnubilé par son idéologie qu'aucun comité ministériel, ni même le Conseil des ministres, n'a pu intervenir pour éviter la catastrophe prévisible qui s'en venait. La vérité, Monsieur le Président, c'est que le ministre a fait fi de tous les voyants rouges qui se sont allumés sous ses yeux et qu'il s'est cru supérieur à tous les recteurs, les universitaires et les gens d'affaires. Son empressement et son manque d'empathie sont à l'image de ce gouvernement. Monsieur le Président, la catastrophe était annoncée. On n'est malheureusement pas aux premières excuses, mais malgré celles-ci, les mauvaises habitudes persistent. Est-ce que le premier ministre peut admettre que l'attitude de son gouvernement doit changer et que les Québécois ont raison de douter pour la suite des choses? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, c'était notre fête la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est la fête du chef de l'opposition officielle. Donc, je voudrais lui souhaiter une bonne journée comme chef, surtout que ça a l'air de se bousculer pour le remplacer. Mais bon. Monsieur le Président, c'est prévu dans la loi qui a été déposée par la députée Notre-Dame-de-Grâce qu'on peut fonctionner par règlement pour faire les modifications qui ont été suggérées par le ministre de l'Immigration. Donc, la loi de la députée Notre-Dame-de-Grâce, j'invite le chef à en parler avec elle. Elle va lui expliquer que c'est elle-même qui a prévu que c'était possible de le faire par règlement. Mais, Monsieur le Président, sur le fond du dossier, c'est important qu'on fasse des changements à la façon dont on choisit les nouveaux arrivants au Québec. Actuellement, les taux de chômage sont trop élevés, les immigrants arrivent trop à Montréal, pas assez dans les régions, il y en a trop qui quittent pour les autres provinces, on ne répond pas assez bien aux besoins du marché du travail. Donc, Monsieur le Président, il y avait des changements qui auraient dû être faits depuis longtemps. On va les faire, Monsieur le Président, pour le bien des Québécois. Première complémentaire, la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, on ne gouverne pas à coups d'attaques et d'excuses. Après l'appel au boycott de SICO est venu celui des marchands indépendants québécois. Après les 18 000 dossiers d'immigration à la déchiqueteuse, on a tenté d'expulser des milliers d'étudiants déjà intégrés au Québec. C'est donc faux de prétendre que le gouvernement est à l'écoute. Est-ce que le premier ministre peut nous assurer qu'il va consulter d'autres personnes que ses amis Facebook avant de prendre ses décisions? Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, je voudrais bien comprendre le chef de l'opposition officielle. Est-ce qu'il est en train de nous dire qu'il est satisfait que presque tous les nouveaux arrivants viennent à Montréal, mais pas dans les régions? Est-ce que le Parti libéral s'oppose aux régions? Deuxièmement, est-ce que le chef de l'opposition officielle est fier qu'après 10 ans, il y ait 25 % des immigrants qui ont quitté le Québec pour une autre province? Est-ce que le chef de l'opposition officielle est fier que le taux de chômage des nouveaux arrivants après 5 ans soit le double, alors qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont en pénurie? Peut-il accepter qu'on doit enfin faire des changements? Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle, nous sommes tous attentifs. Monsieur le Président, on sait que la Coalition Avenir Québec épuise tous les jours ses propres députés sur des dossiers qui font l'unanimité contre eux. Le projet de loi sur les tarifs d'hydro est un excellent exemple. Tous les experts disent qu'on va se faire avoir, mais le premier ministre s'entête. Monsieur le Président, le premier ministre roule littéralement à contresens sur l'autoroute, mais il est persuadé que tout le monde s'est trompé de bord. Est-ce que les excuses et les belles promesses du premier ministre vont se répercuter dans tous les dossiers, notamment dans celui d'hydro? Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Je vous demande votre attention, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je remarque que le Parti libéral, que le chef du Parti libéral vient de changer de sujet. Il n'y a plus d'arguments concernant les changements qui doivent être faits à la sélection des immigrants. Maintenant, il nous parle d'Hydro-Québec. Monsieur le Président,
Le gouvernement libéral a augmenté les tarifs d'Hydro-Québec de plus que l'inflation. Nous, l'année prochaine, on va geler les tarifs d'Hydro-Québec. Les années suivantes, ça sera l'inflation. Donc, Monsieur le Président, je pense que oui, il y a beaucoup de gens au Québec qui sont d'accord avec ce qu'on propose. Deuxième complémentaire, encore une fois, la parole n'appartient qu'au chef de l'opposition officielle. Nous souhaitons vous écouter. Monsieur le Président, le sujet, c'est le côté brouillon de ce gouvernement. Selon Michel Séauger, le gouvernement veut se passer le plus possible des avis susceptibles de lui indiquer qu'il pourrait faire fausse route. Ça donne un gouvernement, dit-il, qui, au lieu d'apprendre de ses erreurs, va plutôt les répéter. Et rien ne porte à croire, Monsieur le Président, que ce sera corrigé. Monsieur le Premier ministre, si vous êtes sincère, pourquoi ne pas changer tout de suite ce qui est dysfonctionnel, à commencer par votre ministre de l'Immigration? Évidemment, je vous rappelle de vous adresser à la présidence. Monsieur le Premier ministre, vous êtes le seul à avoir la parole. Monsieur le Président, pendant 15 ans, les Québécois ont vécu le statu quo. Pendant 15 ans, les Québécois ont accepté, parce qu'il n'y avait pas le choix, qu'on ait un écart de richesse de 15 avec l'Ontario, plus de 20 avec le reste du Canada. Le ministre des Finances n'a rien fait. Les ministres de l'Économie qui se sont succédés n'ont rien fait. Monsieur le Président, on a promis des changements durant la campagne électorale. On a eu un mandat pour faire des changements. Et savez-vous quoi? Contrairement aux libéraux, on va respecter toutes nos promesses. Question principale, je vais vous demander d'éviter les bruits distrayants. Monsieur le député Denis Ligan, la parole vous appartient maintenant. Monsieur le Président, hier, le ministre de l'Immigration a reconnu avoir fait un travail bâclé, bruyant, indigne d'un travail ministériel. Il l'a reconnu, nous demande de le croire. Nous disons et persistons qu'il n'a plus la crédibilité nécessaire pour conserver ses fonctions. Le Premier ministre a reconnu la bourde, mais l'on a ajouté une couche. Ce n'est plus simplement le ministre de l'Immigration, mais aussi son cabinet, de même que le ministre du Travail et de l'Éducation, qui avait également préparé cette mauvaise réforme. C'est tellement un bon travail d'équipe qu'ils doivent reculer sur toute la ligne. J'ai donc une question très simple. La réforme brouillonne qui faisait des gagnants et des perdants, mais surtout qui nous ramenait à une autre époque, est-ce que oui ou non, dans sa réforme 2.0, le ministre s'engage à étudier la prochaine réforme en commission parlementaire afin de s'assurer, une fois pour toutes, de ne plus répéter les mêmes erreurs? Monsieur le ministre de l'Immigration. Alors, Monsieur le Président, je suis heureux d'entendre le député de Denis-Ligan dire qu'il va m'appuyer dans ma réforme de l'immigration parce qu'il sait, tout comme moi, que c'est absolument nécessaire de réformer le système d'immigration au Québec, Monsieur le Président. Et si le député de Denis-Ligan dit ça, qu'il souhaite avoir une réforme du système d'immigration, bien, peut-être que j'ai commis une erreur, mais je ne me suis pas trompé à 100%, Monsieur le Président, parce que même le député de Denis-Ligan veut qu'on améliore le système d'immigration. Et c'est dommage que le député de Denis-Ligan n'était pas là dans l'autre législature, parce qu'il aurait pu travailler avec ses collègues à l'époque où c'était nécessaire de faire une réforme de l'immigration, justement pour les inciter, les sensibiliser à cette importance, Monsieur le Président, de sélectionner... Je vais vous demander, vous savez, j'ai une bonne capacité d'audition et malheureusement, j'entends, ça distrait à peu près tout le monde. Alors, à toutes et à tous, je vous demande d'être très attentifs, tant aux questions qu'aux réponses, pour l'efficacité de nos travaux. Écoutez, Monsieur le Président, moi aussi, je les entends, les commentaires de la députée de Jeanne-Mance-Vigée, mais elle ne se lève pas pour poser des questions. Alors, si elle veut faire des commentaires, qu'elle se lève, qu'elle ait le courage de poser des questions au lieu de rester assis, Monsieur le Président. Cela étant dit, Monsieur le Président, moi, je vais m'assurer de faire en sorte de travailler avec les différents acteurs pour amener une réforme de l'immigration au niveau du programme d'expérience québécoise pour sélectionner les personnes migrantes en fonction des besoins du marché du travail. Et je comprends que dans ce travail-là, le député de Denis-Ligan va m'appuyer. Je l'en remercie de me donner son appui et très certainement, Monsieur le Président, on va proposer des modifications au programme d'expérience québécoise qui vont répondre aux besoins du marché du travail. Première complémentaire, Monsieur le député de Denis-Ligan, à vous la parole. Monsieur le Président, ce qui était mauvais dans sa réforme, c'était qu'il excluait des femmes et des hommes qui parlaient très bien le français, qui ont décidé d'étudier dans un domaine que le ministre considère pertinent une année, mais pas l'année d'après. C'est pour cela qu'il a reculé. Aujourd'hui, nous savons qu'il est en train de travailler sur la mauvaise réforme. Si le ministre veut éviter les mêmes erreurs et refaire son travail correctement, peut-il s'engager à venir étudier le tout en commission parlementaire?
Le ministre de l'Immigration. Alors, Monsieur le Président, comme j'ai dit hier, on va procéder à certains ajustements avec le programme d'expérience québécoise et la réforme. Mais le fondement de même de la réforme, Monsieur le Président, il est extrêmement important. Et surtout si on est rendu là aujourd'hui, Monsieur le Président. Si on est rendu là, c'est relativement au fait que durant des années, le Parti libéral a refusé de réformer le système d'immigration pour baser la sélection sur les besoins du marché du travail. D'autant plus, Monsieur le Président, que le Parti libéral a laissé s'accumuler un inventaire de dossiers important, à la fois au Québec, on s'en est occupé avec le projet de loi 9, mais aussi du point de vue du côté du gouvernement fédéral, Monsieur le Président, avec des milliers et des milliers de dossiers, 19 000 dossiers au niveau des immigrants investisseurs, 46 000 dossiers au niveau des travailleurs qualifiés. C'est complètement inacceptable et irresponsable. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Néligan. Monsieur le Président, j'ai la ferme conviction que le ministre ne m'écoute pas. Ma question, elle est très claire, elle est très directe. Je lui ai offert mon aide et ma question, elle est très simple. Est-ce qu'il s'engage aujourd'hui à venir étudier sa réforme pour nous éviter les mêmes erreurs en commission parlementaire? Oui ou non? S'il vous plaît, Monsieur le Président, nous sommes tous tannés de la même cassette. Oui ou non? Vous allez venir en commission parlementaire retravailler votre mauvaise réforme. Monsieur le ministre de l'Immigration. Oui, Monsieur le Président, ça n'existe plus des cassettes. Il faudrait que le Parti libéral se mette à jour. Hein? On est rendu dans l'univers numérique. Je comprends qu'ils n'ont pas encore compris ça. Alors, Monsieur le Président... Je comprends. Encore une fois, je vais vous demander... je vous demande simplement, s'il vous plaît, encore une fois, je vous rappelle à l'ordre pour qu'on soit encore attentif à ces sujets importants qui sont abordés ici pour le bénéfice de nos débats. S'il vous plaît, de tous les côtés, même collaboration demandée. Complétez, Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, la société se transforme, le gouvernement se transforme. C'est important de réformer le système d'immigration, de l'améliorer. Je comprends qu'on veut rester dans l'univers du 20e siècle pour le Parti libéral avec leurs cassettes, les bobines, le bêta, que moi, je n'ai pas connu. Cela étant dit, Monsieur le Président, une chose qui est sûre, Monsieur le Président, c'est qu'on va continuer à travailler à tous les jours pour les Québécois pour que dans chacun des programmes, notamment au ministère de l'Immigration, on améliore les choses au bénéfice de la population québécoise, Monsieur le Président. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. Ça, c'est les réponses d'un homme qu'une Française n'est pas assez francophone pour rester au Québec. Édifiant. Hier, on a assisté aux excuses forcées du gouvernement dans le dérapage du programme Expérience québécoise. On a aussi appris de la bouche du premier ministre qu'il n'y a pas uniquement le député de Bordua qui est dans l'erreur, mais effectivement, il y a aussi le ministre de l'Éducation qui a participé à ce dérapage. Alors, aujourd'hui, est-ce que le ministre de l'Éducation fera preuve de leadership pour discuter avec son collègue, qui est maintenant de retour sur la planche à dessin, pour vraiment défendre le réseau collégial et universitaire et de faire une seule chose, une analyse d'impact, une vraie étude, et de la rendre publique. On veut avoir une analyse d'impact sur les effets sur le réseau collégial et universitaire. Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. C'est bien, Monsieur le Président. Il est vrai que de mon côté, dans le réseau de l'éducation, on aurait pu mieux travailler en équipe et mieux refaire cette liste. Je le reconnais. Et nous sommes au travail pour améliorer cette situation. D'ailleurs, j'ai eu des discussions avec deux recteurs, un recteur et une rectrice dernièrement. Et on va continuer pour s'assurer de faire deux choses. Améliorer notre politique d'immigration, s'assurer que davantage d'étudiants internationaux viennent ici enrichir notre société québécoise, viennent aussi nous permettre de garder des programmes en région, viennent aussi s'installer chez nous, non seulement travailler le temps de leurs études, mais enrichir la société aussi. On va travailler de cette façon-là et c'est de cette façon, sans revenir en arrière avec ce que le précédent gouvernement a fait avec sa politique de déréglementation qui était néfaste pour nos institutions francophones, mais plutôt en rassemblant le réseau derrière une vision commune, qu'on va arriver à avancer sans reculer et bien sûr retourner aux années où on opposait francophones et anglophones, mais plutôt en regardant de l'avant pour enrichir le Québec de ses étudiants étrangers. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent, à vous la parole. On est content d'entendre que vous ne voulez pas retourner en arrière. Assurez-vous juste d'une chose, que les députés de Bordua ne mettent pas des programmes qui n'existent plus
comme par exemple le baccalauréat en sciences domestiques. Maintenant, je suis contente de vous entendre, mais je veux que vous fassiez preuve de transparence. Assurez-vous de déposer l'analyse d'impact. Pouvez-vous vraiment aujourd'hui dire haut et fort que vous allez envoyer une consigne qu'aucun programme du cégep ou universitaire sera dans la disjecteuse avec le programme Expérience québécoise? Je demande souvent parole au ministre de l'Éducation. Je vous demande de vous adresser à la présidence. C'est une règle de base que tous connaissent. Monsieur le Président, on ne commencera pas notre étude, notre travail, en disant les conclusions, puis en partant au mur à mur, en disant peu importe le résultat des consultations, voici où on va aller. Peu importe ce que nous diront les cégeps, ce que nous diront les recteurs des universités, ce que nous diront les gens du marché du travail, peu importe ce qu'ils vont nous dire, là, rien ne changera. Ça, c'est la doctrine du Parti libéral. Rien ne changera. On est un vieux parti, on garde nos vieilles façons de faire, on consulte, mais rien ne change. Nous, on est une perspective nouvelle, on consulte dans la perspective d'améliorer le réseau et on ne commencera pas la consultation en révélant les conclusions de la consultation. Ça n'a pas de sens, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire. Encore une fois, votre attention à toutes et à tous. Madame la députée. Donc, il n'y aura pas d'analyse d'impact? Donc, il n'y aura pas de leadership pour protéger tous les programmes québécois? Êtes-vous en train de dire qu'il y a des diplômes à rabais au Québec? Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire? Oui, vous avez la règle de vous adresser à la présidence. Je le rappelle à tous et à toutes. Tout député confondu de vous adresser à la présidence, ça facilite nos échanges et nos débats. Madame, poursuivez. Vous avez mentionné qu'il y avait une liste de programmes de pénurie de main-d'œuvre. Pouvez-vous au moins prendre l'engagement de déposer cette liste? Et s'il vous plaît, les Québécois aiment ça qu'on travaille en équipe, mais aussi avec la transparence. Pouvez-vous déposer toutes les listes ici, en cette chambre, et arrêter de travailler en catimini? Je le rappelle encore une fois. Vous adressez à la présidence, là, c'est facile, Madame la députée, vous le savez. Elle va me poser les questions qui, évidemment, seront répondues par le ministre. C'est comme ça, mais de partout et de tous côtés, je vous demande de respecter cette règle que vous connaissez très bien. S'il vous plaît, Monsieur le leader du gouvernement. Bien, Monsieur le Président, catimini, je crois que ça devrait être retiré. J'aimerais que la collègue retire le terme en catimini. Au non parlementaire reconnu, mais c'est un propos non parlementaire reconnu. Oui, je pense que j'allais le dire, je vous ai reconnu, mais il est dans le lexique des propos parlementaires non parlementaires reconnus. Alors, Madame, je vais demander de retirer le propos, s'il vous plaît. Si vous avez raison, je vais le reconnaître. Je vais en vertu de quelle jurisprudence? En vertu du cahier que j'ai ici, il ne l'est pas. Tout ce qui implique la notion de cacher de l'information est un propos non parlementaire. Alors, dans le contexte, je vous demande de retirer ce propos catimini. Madame la députée, moment de collaboration. Derrière les portes closes. C'est bon. Ah oui. Monsieur le gouvernement. Président, je n'ai pas entendu la députée de Saint-Laurent retirer ses propos. Monsieur le leader de l'opposition officielle. Je n'ai pas entendu le collègue de Bordua nous citer la jurisprudence qui étaye sa prétention. Monsieur le Président. D'environnement et de contextualisation des faits. Un motif indigne qu'on a pu imputer rapidement m'a demandé clair. Je demande de retirer ce terme. Je n'ai pas besoin de plus d'éclairage. Madame la députée, je vous demande de retirer ce terme. Oui. Simplement, Monsieur le Président, que... Je pense que... Non, mais écoutez, je pense qu'on a bien compris. Je pense que ça a été fait. Moi, en tout cas, j'ai bien compris. Alors, non, mais on n'étendra pas la discussion, Monsieur le leader du gouvernement. La demande a été consentie. Il y a eu un échange. L'argument est fait. Monsieur le leader du gouvernement, je vous demande de poursuivre à ce moment-ci. On reprend. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, sur la question de l'internationalisation de notre réseau de l'enseignement supérieur, on a fait des pas de géant en une seule année. On a réparé les pots cassés du précédent gouvernement libéral qui nous avait fait livrer une déréglementation bâclée dans le réseau universitaire qui opposait vraiment nos universités en région
aux grandes universités anglophones de la région de Montréal. Pas parce que nos universités en région sont moins bonnes, absolument pas, parce qu'on ne leur donnait pas les outils pour aller chercher des étudiants internationaux francophones pour profiter de la qualité de nos diplômes. On a aussi révisé la formule de financement de nos cégeps pour consolider nos cégeps et leur donner des ailes et faire valoir la qualité des diplômes québécois dont nous devrions être si fiers. Merci. Question principale, Monsieur le député de Jean Lesage. Le 26 septembre dernier, la Cour d'appel du Québec a tranché dans le dossier du port de Québec. Selon elle, l'aspect préventif de la loi québécoise sur la qualité de l'environnement ne s'applique pas aux terres fédérales ni aux activités liées à la navigation. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas nous qui décidons des normes environnementales qui s'appliquent au port de Québec. Ça veut dire qu'on ne peut pas protéger notre territoire et qu'on ne peut pas protéger la santé des gens de Québec. La date limite pour porter le jugement en Cour suprême, c'est le 24 novembre, dans 11 jours. Le gouvernement du Québec va-t-il nous soumettre à la Constitution canadienne au péril de la santé du monde, ou va-t-il porter la cause en Cour suprême? Madame la ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, les questions de la compétence du Québec, c'est des questions qui nous préoccupent grandement. Ce sont des questions qu'on défend, d'ailleurs, à chaque fois que c'est possible de le faire, à chaque fois que c'est pertinent de le faire, et en matière d'environnement, comme dans les autres matières. Je ne discuterai pas du processus décisionnel dans cette histoire-là, Monsieur le Président. On va continuer à être présent sur ces questions-là et on va continuer à défendre la compétence, surtout en matière d'environnement, qui est une des compétences partagées, mais pour lesquelles le Québec a une compétence certaine. On a notre propre barème d'évaluation. Mon collègue est intervenu d'ailleurs sur C-69 dans une procédure exceptionnelle au niveau du Sénat. Alors, on sera présent, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Jean Lesage. Je constate que le gouvernement du Québec ne sait pas ce qu'il va faire. Il hésite. Quand ils ont d'un côté la Constitution canadienne et de l'autre côté la santé des gens et l'environnement, ils ne savent pas quoi faire. Ils hésitent. Ils se questionnent. Leur nationalisme soumis, nationalisme de guenille, nous met en danger. Ils ne savent pas quoi faire. Je vous rappelle encore une fois de faire attention aux mots et aux propos que l'on utilise. Vous le savez aussi, Monsieur le député, de choisir les mots. On vous demande de faire attention et de terminer très rapidement. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, s'il y a des termes non parlementaires, qu'on les identifie. Il n'y a eu aucune attaque envers aucun ministre, envers aucune personne. Il y a la qualification d'une idéologie. À mon sens, c'est tout à fait conforme au règlement et à son esprit. Alors, en effet, le député de Jean Lesage va compléter sa question. S'il n'y a pas de propos non parlementaires, qu'on procède. Je vous demande encore une fois, et je pense que c'est clair, il y a un propos peut-être blessant. Celui-ci est considéré comme tel. Je vous demande tout simplement de faire attention aux propos et aux mots utilisés pour le bien-être et l'efficacité de nos travaux. Il vous reste à peine 2 secondes pour compléter la question. C'est quoi le plus important, les lois canadiennes ou la santé du monde au Québec? Monsieur le ministre de la Justice. Il y a toujours bien des limites, Monsieur le Président, honnêtement. Là. Je pense qu'on peut avoir des visions différentes de la position nationaliste du Québec. On peut penser que c'est en se séparant ou en faisant un pays, ou on peut penser pour nous, et comme nous, c'est que c'est en travaillant concrètement sur le terrain, à tous les jours, de façon pragmatique, à se lever debout et à défendre les lois du Québec. C'est ce que nous faisons, Monsieur le Président, et c'est ce que je vais continuer de faire comme procureur général du Québec. Deuxième, s'il vous plaît, encore une fois, cette règle que vous ne connaissez tant, Monsieur le député de Jean Lesage. Merci, Monsieur le Président. On dit toujours à la coalition d'Avenir Québec, qu'on veut défendre l'intérêt du Québec, mais c'est quoi l'intérêt des Québécoises et des Québécois? C'est quoi notre intérêt si c'est pas de protéger notre territoire, de faire attention à notre santé, puis de décider c'est qui va protéger l'environnement dans le port de Québec? On est dans un pays là, dont le principal enjeu économique, là, c'est d'envoyer ces hydrocarbures vers l'ouest en passant par chez nous. Est-ce que c'est prudent? Est-ce que c'est prudent de leur laisser le soin de protéger notre environnement dans les ports?
Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Ma collègue le dit à juste titre. J'ai eu l'occasion de faire valoir les prérogatives du gouvernement du Québec devant le Sénat canadien. J'ai d'ailleurs bien hâte que le gouvernement canadien se dote d'un gouvernement afin de rencontrer le ou la nouvelle ministre qui sera désignée responsable des dossiers de l'environnement pour discuter de cet enjeu-là, faire valoir que le Québec s'est doté d'un système d'évaluation des impacts environnementaux de très grande qualité. D'ailleurs, on l'a souligné il y a quelques semaines, quelques mois à peine, en soulignant l'anniversaire du BAP. Donc, cette compétence, elle est reconnue. On veut à tout prix éviter les dédoublements pour faire en sorte que tout puisse se faire dans l'ordre. Donc, dès la nomination du nouveau ministre, j'aurai grand plaisir à le rencontrer. Monsieur le député de Jonquière. Oui, Monsieur le Président, la CAQ a promis de récupérer 1 milliard payé en trop aux médecins spécialistes pour redistribuer dans le réseau de la santé où les besoins sont criants. Or, on apprend aujourd'hui que le Québec exige plutôt 650 millions par année aux médecins spécialistes, et plus les semaines avancent, plus le milliard promis diminue. Ce recul représente 350 millions de moins par année pour nos préposés aux bénéficiaires ou pour les infirmières qui tiennent le système de santé à bout de bras. C'est 350 millions de moins aussi pour des soins spécialisés en région. C'est 350 millions de moins pour une meilleure accessibilité pour l'ensemble des patients. On ne peut pas se faire élire sur un engagement fort de récupérer 1 milliard si on n'a pas le courage politique d'aller chercher ce montant. La vérité, c'est que le gouvernement est à genoux devant les lobbies. Est-ce que le gouvernement peut répéter en cette Chambre son engagement de campagne électorale et s'engager à ne pas aller en bas du milliard promis aux Québécois? Monsieur le président du Conseil du Trésor. Très bien, Monsieur le Président. Alors, j'apprécie encore une fois d'avoir la question sur ce point. J'aimerais remettre en contexte la demande que nous avons faite aux médecins spécialistes. En fait, le mandat qui m'a été confirmé par le premier ministre il y a exactement 1 an, d'aller récupérer des sommes importantes du côté de la Fédération des médecins spécialistes suite à l'entente qui avait été conclue par le précédent gouvernement. J'ai pris acte et j'avais pris un engagement avec la direction de la Fédération des médecins spécialistes de ne pas commenter publiquement les négociations que nous allions faire au cours de l'année qui allait se dérouler. Jusqu'à maintenant, j'ai respecté parfaitement cet engagement. Les sommes qui sont parfois divulguées dans les différents médias ne viennent pas de notre part et je crois qu'il est totalement inapproprié de commenter les discussions au niveau du quantum ou d'autres discussions qui ont été faites. Alors, ça va me faire plaisir de pouvoir vous tenir informé des discussions au bon moment, mais il n'est pas approprié pour moi de commenter les montants. Monsieur le député de Jonquière. Oui, le premier ministre a mentionné dans son discours inaugural qu'il était hors de question de céder au lobby. Alors, présentement, le gouvernement fait tout le contraire à 2 niveaux. 1, il cède au lobby, et deuxièmement, il manque à sa promesse électorale de récupérer 1 milliard qui appartient à l'ensemble des Québécois. Alors, comment il peut expliquer ces 2 reculs? Céder au lobby et renoncer à son engagement du 1 milliard. Comment il explique ça? Monsieur le président du Conseil du Trésor. Encore une fois, Monsieur le Président, ça va me faire plaisir d'indiquer qu'il n'y a aucune pression de lobby sur nous. Au contraire, je pense qu'on peut voir que les discussions non seulement se poursuivent, mais que le dossier avance. Je répéterai qu'on a été très clair sur les attentes monétaires que nous avions, Monsieur le Président, à savoir qu'il y a une différence entre les médecins spécialistes qui sont payés en ce moment à un niveau et qu'on veut ramener ce niveau-là à 9 % d'écart, comme le reste des professionnels, comme le reste des employés qui travaillent au Québec, avec cet écart du Canada et du reste du Canada, et de l'Ontario. Alors, on a toujours été très clair par rapport à nos attentes et c'est ça qui nous guide dans nos discussions avec la FMSQ. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du 3e groupe d'opposition. Monsieur le Président, des paroles solennelles du premier ministre. Pas question de reculer devant des groupes de pression ou des lobbies, sauf une fois en négociation avec les médecins spécialistes du Québec. Il les a choisis, ça va être ceux-là. C'est eux qui auront réussi à le faire dévier de son engagement originel. Ce que je lui dis, c'est qu'il a dit 1 milliard, on a dit 1 milliard, qu'il aille chercher 1 milliard, rien de moins. On veut notre argent. C'était la même affaire que les trop-perçus. Il ne voulait pas qu'on récupère notre argent. On ne veut pas qu'il manque son coup. En bas d'1 milliard, c'est un échec.
qu'il assume ses paroles. Le Premier ministre. Monsieur le Président, les travailleurs au Québec gagnent en moyenne 9 de moins que leurs équivalents dans le reste du Canada. Malheureusement, le gouvernement libéral a mal négocié avec les médecins spécialistes et l'écart n'est pas de 9 On a demandé une étude indépendante qui sert aux négociations actuellement. Donc, notre engagement n'a pas changé d'un iota. Les médecins spécialistes vont gagner 9 de moins que les médecins spécialistes du reste du Canada. Ça, c'est l'équité, puis l'argent va servir à ajouter des soins dans le réseau de la santé. Question principale, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Au Québec, les personnes et les familles qui ont un faible revenu peuvent avoir droit à l'aide juridique. Ils peuvent obtenir, pour défendre eux aussi leurs droits devant les tribunaux, les services d'un avocat, d'une avocate, gratuitement ou à peu de frais. La gratuité est possible pour une personne seule qui gagne moins de 23 000 $. Pour une famille de 4 ayant un revenu inférieur à 37 000 $. Un constat, les tarifs faibles découragent les avocats et avocates de pratique privée d'accepter des dossiers d'aide juridique. À quelques mois des élections, avaient débuté des négociations entre le gouvernement et le barreau quant aux nouveaux tarifs. Pendant l'élection, l'actuel leader du gouvernement a pris un engagement formel, réinvestir massivement dans l'aide juridique. En juillet dernier, l'offre du gouvernement a été vivement rejetée. La ministre de la Justice va-t-elle respecter la promesse de l'actuel leader du gouvernement? La ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. La question des tarifs d'aide juridique, la question de la façon dont l'aide juridique est administrée fait partie d'un grand ensemble qui s'appelle l'accès à la justice. Donc, il faut travailler pour les citoyens en matière d'accès à la justice et améliorer l'accès à la justice. C'est un des engagements formels que j'ai pris en campagne électorale. D'ailleurs, lors du débat devant le barreau du Québec, auquel mon collègue, le leader de l'opposition, assistait également. En matière d'accès à la justice, les tarifs d'aide juridique en font partie. C'est en négociation pour l'instant. Je ne négocierai pas sur la place publique et je ne commenterai pas, mais il y a effectivement un souci d'améliorer l'accès. L'accès s'améliore de plusieurs façons, donc on travaille sur plusieurs angles, Monsieur le Président. On travaille également sur l'éducation, le renseignement, l'information, le désengorgement des tribunaux, et tout ça fera en sorte d'améliorer l'accès à la justice. Première complémentaire, s'il vous plaît, sans commentaire. La parole appartient au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, en avril dernier, la ministre de la Justice nous disait, et je la cite, « Quand il y a des représentations à faire en ce sens, je peux vous assurer que je les fais. » La ministre a confirmé hier, ce qu'on savait déjà, aux associations des jeunes barreaux que le dossier était maintenant entre les mains du Trésor. La ministre peut-elle nous assurer qu'elle se fera entendre par le Conseil du Trésor au nom des plus démunis de notre société, oui ou non? Madame la ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme pour de nombreux dossiers sur lesquels j'ai eu l'occasion de me lever en cette Chambre, c'est une question de mon collègue, le leader de l'opposition officielle. Je réitère le fait que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je le dis devant les instances appropriées. J'en discute devant les instances appropriées. Je fais valoir mon opinion. Alors que ce soit dans ce dossier-ci, dans un autre dossier, je fais ce que j'ai à faire. Maintenant, j'ai réitéré également que l'accès à la justice était une priorité lors de ma rencontre avec les jeunes barreaux hier après-midi. D'autres mesures en font partie et on travaille sur toutes ces mesures-là, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition. Très clairement, Monsieur le Président, il n'y a pas de négociation. Le dossier est devant son collègue du Trésor. Ils doivent maintenant augmenter les tarifs d'aide juridique. Il y a 4 mois, le barreau a été dévastateur dans ses commentaires. Le gouvernement, et je le cite, a manqué de diligence et d'intérêt dans cette négociation. Les offres financières faites par le gouvernement sont dérisoires, Monsieur le Président. Elle doit faire les représentations à son collègue du Trésor. Ils doivent maintenant augmenter les tarifs. Est-ce qu'elle va présenter la prochaine offre qui ne soit pas dérisoire, Monsieur le Président? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Bien, écoutez, je trouve ça intéressant qu'on veuille amener les négociations, soit avec le secteur public, soit avec les médecins, soit avec les avocats ici en cette Chambre. Mais je pense que tous comprendront que ce n'est pas la place pour faire les négociations. Ça peut être de l'opinion du député de dire que ces offres-là, il les qualifie de la façon dont il fait. Je pense que les citoyens s'attendent de nous que nous négocions correctement
avec la capacité de payer des citoyens, et c'est ce que nous allons continuer de faire, Monsieur le Président. Merci. Question principale, Monsieur le député de Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Monsieur le Président. La semaine passée, le premier ministre a laissé entendre que s'il y avait des emplois à 12 ou 13 piastres de l'heure au Québec, c'était de la faute des immigrants. Ça, c'est la bonne vieille stratégie de diviser ceux en bas de l'échelle pendant que ceux en haut accaparent de plus en plus. Soyons clairs, si Joanne fait encore 12,50 de l'heure, ce n'est pas à cause de Yasmina qui vient d'arriver au Québec, c'est à cause de tous les Alain Bouchard de ce monde qui n'en ont jamais assez puis qui peuvent toujours compter sur l'inaction du gouvernement. En fait, si on a des emplois à 12, 13 de l'heure au Québec, c'est de la faute du gouvernement seul qui refuse d'augmenter le salaire minimum à un niveau décent. Dans les prochaines semaines, le ministre du Travail va devoir prendre une décision très importante, une décision qui, à elle seule, va changer ou non la vie de centaines de milliers de personnes. Il va devoir fixer le salaire minimum pour l'année prochaine. Est-ce que le ministre peut s'engager aujourd'hui à hausser enfin le salaire minimum à 15 l'heure? Monsieur le ministre de l'Emploi, la parole n'appartient qu'à vous. Merci, Monsieur le Président. Le salaire minimum nous préoccupe tous, particulièrement quand on a une économie qui est favorable, taux de chômage qui est bas, contexte de rareté de main-d'œuvre. Je sais qu'il faut lutter pour sortir les personnes à bas revenus de la pauvreté et leur permettre de bien intégrer la société. On va augmenter le salaire minimum. Ce sera en vigueur le 1er mai l'année prochaine. On va s'assurer de maintenir un équilibre entre la capacité de payer des entreprises, particulièrement des PME, éviter des mises à pied et des licenciements, maintenir la compétitivité de nos entreprises et en même temps préserver le pouvoir d'achat et la capacité des personnes qui sont au salaire minimum de vivre de façon tout à fait correcte. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci. Parlons-en des bas revenus et de la pauvreté. On apprenait ce matin dans les journaux qu'en 2019, une moyenne de 500 000 Québécois et Québécoises par mois ont eu recours aux banques alimentaires. Et de ces gens-là, 15 d'entre eux occupent un emploi. Prenons le temps de bien comprendre ça. 15 des gens qui se rendent aux banques alimentaires occupent un emploi et n'ont donc pas assez d'argent pour se nourrir. Voici la conséquence des politiques de bas salaire depuis des années, Monsieur le Président. Des gens qui sortent du travail pour se rendre directement à la banque alimentaire. Est-ce que le ministre va tolérer ça ou est-ce qu'il va se rendre à l'évidence? Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie d'ailleurs le travail de collaboration que je fais depuis mon assermentation avec mon collègue d'Hochelaga-Maisonneuve. On discute constamment, on a des intérêts communs. Évidemment, on fait tout pour aider les personnes à sortir de la pauvreté. Et l'année passée, il faut savoir que le salaire minimum a atteint un seuil historique. C'est la première fois qu'il atteignait 50 du salaire horaire moyen au Québec. C'est un acquis considérable. Quant aux organismes communautaires qui sont là, qui rendent des services de première ligne aux personnes exclues de la société, on a assuré un financement qui est plus équitable et on va continuer. Merci, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député. Je constate que mon argument sur les banques alimentaires n'a pas fait mouche. Je vais donc m'essayer avec quelque chose que le gouvernement comprend mieux. J'ai posé une question ce matin à ma page Facebook. Êtes-vous d'accord avec le salaire minimum à 15 $? Monsieur le Président, les résultats sont stupéfiants. Bien au-delà de 90 des gens sont en accord avec cette politique. Le peuple a parlé, Monsieur le Président. Est-ce que le gouvernement va l'écouter? Monsieur. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le leader du gouvernement demande le dépôt du document. Est-ce que le dépôt est consenti? Dépôt consenti. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Merci, Monsieur le Président. Moi, je n'ai pas l'intention d'adhérer à des lignes idéologiques. Ça nous prend un salaire minimum à 15 $. Certains réfléchissent pour que ce soit un salaire minimum à 17 et 18 $. Ce qui nous préoccupe comme gouvernement, c'est de gérer en fonction des capacités de payer et des besoins qui sont au salaire minimum, des personnes qui ont besoin du support. Mais les PME qui embauchent la majorité des personnes au Québec, il y a beaucoup de jeunes au salaire minimum. Il y en avait 288 000 qui ont bénéficié de notre augmentation l'année dernière. On va poursuivre dans la même direction et on va être guidé par le gros bon sens en ce qui concerne le salaire minimum. Merci, Monsieur le Président. Question principale, Monsieur le député de Pontiac.
Merci, M. le Président. Ces jours-ci, le gouvernement parle beaucoup de spécialistes, mais il y a une chose dont il ne parle pas de l'accès aux spécialistes. Pourtant, pendant ce temps-là, il y a des patients partout au Québec, dans chacun de nos comtés, dans votre comté, M. le Président, qui en parlent beaucoup. Ils parlent du fait qu'ils ont mal, qu'ils sont malades, qu'ils ont un petit bobo qui devient de plus en plus gros et qu'ils ne savent pas quand ils vont être en mesure de voir leur spécialiste. Juste à Québec, M. le Président, il y a 5 776 patients juste pour voir un neurologue qui attendent en ce moment. La moitié de ces 5 776 patients-là sont hors délai, M. le Président. Il y a des gens qui devaient attendre au maximum, selon les lignes directrices du gouvernement, au maximum 3 mois, qui attendent plus d'1 an pour voir cet urologue. M. le Président, on a beau chercher dans les interventions publiques de la ministre, sur son fil de presse, sur ses réseaux sociaux, on est incapable de trouver une seule action qu'elle a mise en place pour améliorer l'accès aux spécialistes. Pendant ce temps-là, la moitié du monde sont hors délai. Ça ne s'améliore pas. Pourquoi elle n'agit pas? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, mon collègue député de Pontiac parle d'une mesure là, qui est prise pour améliorer l'accès aux médecins spécialistes qui s'appelle le Centre de référence des demandes de services en médecine de spécialité. Et effectivement, on a des améliorations à apporter. Ça continue, Monsieur le Président. On a de l'amélioration dans certaines spécialités au Québec. C'est un système où la FMSQ, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, travaille avec nous, avec les médecins spécialistes pour améliorer l'accès. Mais, Monsieur le Président, une des conditions, justement, pour améliorer l'accès aux médecins spécialistes au Québec, et certainement dans certaines spécialités, on nomme l'urologie à Québec, c'est que les médecins spécialistes donnent davantage des plages horaires dans ces spécialités, Monsieur le Président, et c'est une situation sur laquelle on travaille de concert avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec et avec les différents établissements. La condition, donc, davantage de plages horaires des spécialistes. Première complémentaire, Monsieur le député. Monsieur le Président, un centre de référence, ça n'a jamais donné de service à personne, mais je veux rappeler, Monsieur le Président, que suite aux tristes épisodes de cet été, où des patients étaient décédés alors qu'ils attendaient pour une chirurgie cardiaque, le premier ministre du Québec a affirmé à plusieurs reprises, Monsieur le Président, que les hôpitaux se doivent absolument de respecter les délais maximums fixés pour des chirurgies, que la ministre de la Santé, Monsieur le Président, elle a des changements à faire, qu'elle a un grand dossier à mener. Depuis ce jour, elle n'a rien fait. Qu'est-ce qu'elle attend? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, Monsieur le Président, le Centre de référence des demandes de services, c'est la voie pour avoir des services d'un médecin spécialiste. Quant aux chirurgies, Monsieur le Président, les délais se sont améliorés dans plusieurs chirurgies au Québec. Pas dans toutes, mais dans plusieurs chirurgies au Québec. Et, Monsieur le Président, je suis contente de la question parce que je tiens à le dire, notamment en chirurgie cardiaque, et dans d'autres chirurgies, dans l'ensemble des chirurgies. Ce qu'il faut faire, Monsieur le Président, c'est vraiment faire attention, revoir nos listes d'attente, mieux gérer les blocs opératoires. Puis il y a plusieurs établissements au Québec qui sont à l'œuvre actuellement pour améliorer la gestion des listes d'attente et des blocs opératoires. Deuxième complémentaire, Monsieur le ministre. Monsieur le député, je m'excuse. Monsieur le Président, malgré la directive du premier ministre, la situation, elle se détériore. En Estrie, aujourd'hui, il y a 1598 personnes qui attendent pour une chirurgie qui sont hors délai. C'est 52 de plus que l'an passé. Pas 10 pas 20 52 de plus que l'an dernier. Ces 52 %-là, ce n'est pas des chiffres, ce n'est pas des données, ce n'est pas des dossiers, c'est du vrai monde qui sont inquiets. Son engagement au premier ministre était clair. Pas de patients hors délai. Quand est-ce qu'ils vont tenir leur promesse? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, moi, je suis allée en Estrie dernièrement, puis je salue cet établissement-là qui fait beaucoup d'efforts. D'ailleurs, l'assurance salaire s'est améliorée en Estrie. Il y a 30 000 heures de plus en maintien à domicile cette année. Effectivement, cet établissement-là reconnaît qu'il y a des efforts à faire au niveau des chirurgies. Ils vont les faire, ils le font actuellement, et c'est vraiment de revoir la gestion du bloc opératoire, Monsieur le Président. Cette gestion-là, elle doit être rigoureuse, elle doit être optimale, et cet établissement-là, comme d'autres au Québec, font les efforts actuellement, et il y a des chirurgies, effectivement, dont l'accès s'est amélioré grâce à ces efforts.
Question principale, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le président du Conseil du Trésor a plusieurs choses sur responsabilité, dont l'Autorité des marchés publics, à qui il a donné le contrôle du RENA. Le RENA, c'est le registre des entreprises non admissibles au marché public. Non admissibles, pourquoi? Pour cause de fraude et autres infractions, Monsieur le Président. Récemment, le maire de Beauharnois a dû revenir sur des contrats de millions de dollars parce que le RENA fournissait des informations qui étaient inappropriées. Des fraudeurs arrivent, Monsieur le Président, à changer leur structure et avoir des contrats. Monsieur le Président, la semaine dernière a été rapporté des fraudeurs qui ne se sont pas gênés pour aller publiquement dire que les règles du Trésor étaient tellement niaiseuses qu'elles étaient faciles d'être contournées, Monsieur le Président. Ça, c'est sous la responsabilité directe du président du Conseil du Trésor. Quand va-t-il changer ces règles pour empêcher des stratagèmes très simples d'être mis en place et de mettre dans l'embarras, notamment les maires du Québec? Je demande encore de faire attention sur le niveau de langage, qu'on rapporte des choses, mais toujours cette notion-là en tête. Réponse du président du Conseil du Trésor. Bien, écoutez, le point qu'apporte le député de Lapinière a été porté à mon attention. Le fait que des entrepreneurs ont utilisé des fiducies au lieu d'entreprises qui étaient à leur nom leur a permis de faire ces contrats-là. Nous sommes à regarder comment nous pouvons réorienter la façon de faire parce que je pense que c'est inacceptable que les mêmes entrepreneurs qui étaient dénoncés pour certains actes puissent passer par un autre type d'entreprise ou de corporation ou de fiducie, et c'est ce que nous sommes à regarder présentement, Monsieur le Président. Merci. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci à tous pour la suite des travaux.